tout le monde et bienvenue à cette entrevue en direct de l'activité d'exploration Je m'oriente en live. Mon nom est Audrey-Anne Cloutier-Côté et c'est moi qui aura l'honneur aujourd'hui d'animer cette entrevue bien spéciale avec vous. Comme vous le savez, à Jeune Expo, normalement, on offre des stages d'un jour, mais cette année, on a décidé de mettre sur pied l'activité Je m'oriente en live pour permettre aux jeunes d'explorer quand même certains métiers et professions afin de les aider dans leur processus de choix scolaire et professionnel. Donc, aujourd'hui, je vous présente notre mentor, M. Denis Saint-Arnaud, qui est opérateur de machinerie lourde. Bonjour, Denis. Bonjour tout le monde. Donc, d'abord, M. Saint-Arnaud, pouvez-vous nous expliquer en quelques mots pourquoi c'est important pour vous de vous adresser à la jeunesse aujourd'hui et de partager votre passion pour votre métier? Bien, je vous dirais dans un premier temps, moi aussi j'ai passé par où ce que les jeunes sont présentement. Le fait de découvrir de nouveaux métiers puis de savoir un peu dans quoi on veut s'orienter. J'ai débuté ma carrière il y a 30 ans au niveau du monde municipal par opérer différentes petites machines qui m'ont amené aujourd'hui à être plus du côté formateur de la machinerie lourde. Fait que c'est le fait de pouvoir manipuler des équipements puis d'effectuer des travaux majeurs avec de la machinerie dans le volet construction qui est très motivant dans mon cas. Mais le fait de travailler en usine me plaisait pas. Fait que c'était un palliatif entre la construction. On va parler, exemple, les menuisiers, les maçons, plombiers. Mais le fait de faire la construction avec la machinerie lourde, ben c'était d'exécuter des travaux de précision en sachant ce que je pouvais faire au maximum avec mon équipement pour aider justement le chantier à avoir un bon déroulement. Donc, je pense que la passion que vous avez pour votre métier aujourd'hui, ça va transparaître dans notre entrevue, puis on espère que ça va pouvoir aider justement les jeunes à la maison. On a hâte d'en apprendre plus. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre environnement de travail? Où est-ce que vous travaillez finalement? Présentement, au niveau du monde municipal, je suis pour la ville de Trois-Rivières. Donc, il y a eu la fusion municipale qu'on a entendu parler. Puis, suite à ça, on a développé des créneaux de travaux et de chantiers, je vous dirais, plus d'envergure. On parle, exemple, de renouvellement de rues au niveau des branchements d'aqueducs et d'égouts, etc. Fait il a fallu même trouver des outils puis des équipements polyvalents qu'on appelle. Exemple, comme le chargeur sur roue, qu'on a déjà parlé ensemble, bien, ça nous amène une polyvalence d'équipements qu'on peut mettre sur cette machine pour exécuter différents travaux. Au niveau de la ville, bien, présentement, je suis dans un rôle plus de contremaître au niveau de voirie transport, donc tout ce qui est camion, qu'on fait charger autant en excavation que sur le pavage, aussi les différents chargements et déchargements sur les différents sites, exemple, la régie municipale des déchets. On touche à un volet qui est très large maintenant. On a optimisé aussi les transports en volume. On a des camions spécialisés plus de version semi-remorque qui permet justement d'effectuer des tâches un peu différentes. Mais la panoplie de machinerie utilisée à la ville, on va parler de rétrocaveuse, pelle mécanique sur roue et sur l'aile. On va parler de chargeurs sur roue. Je vous dirais, c'est l'outil le plus polyvalent dans le monde municipal. Donc, il sert autant en été qu'en hiver. Donc, on va parler d'un outil 4 saisons. Fait que l'été, on va mettre un godet pour décharger des véhicules. On peut mettre une paveuse d'accotement qu'on va mettre de la pierre à l'intérieur pour refaire les accotements en bordure de rue. Mm-hmm. On parle de fourche pour manipuler des palettes. Donc, on parle de manutention mécanique, mode levage. Ensuite, on va passer à la saison hivernale où ce qu'on va avoir encore le godet qu'on a parlé tantôt, mais là, on va parler de godet qu'on peut épandre des abrasifs dans les stationnements sur les trottoirs. On va parler d'équipement neige complet, autant réversible pour enlever la neige que pour un aile de côté pour élargir les rues. Et une des machines les plus complexes qu'on vient arrimer au loader, mais là, on va avoir la table souffleur, soit pour souffler la neige sur les parterres ou dans les camions. Fait que c'est la machine vraiment qui peut marcher 12 mois par année. Ensuite, on va avoir la niveleuse qui, elle, va venir justement faire des travaux estivaux au niveau des rues de gravier. Oui. Des profilages Avant de poursuivre, M. Saint-Arnaud, je vais juste vous demander peut-être de lever un petit peu votre micro. Je pense que ça accroche votre chandail. Ça peut arriver des fois. Parfait. On va mieux vous entendre. Je vous laisse continuer. Donc, au niveau de la niveleuse, on a parlé des rues de gravier. L'hiver, ça va être le déglaçage des rues et l'entretien du déneigement. Fait que chaque équipement, il faut savoir aussi les limites qu'on peut
qu'on peut faire les travaux. Fait que si j'envoie un équipement que c'est pas pour le bon type de travail, j'ai plus de risques d'avoir des bris. Puis ce qu'on cherche auprès des opérateurs ou des chauffeurs, c'est d'avoir ces connaissances-là en se dirigeant vers des diplômes d'études professionnelles, exemple en machinerie lourde, ou aller vers des écoles du routier pour la classe 3, la classe 1. Fait que ça donne une bonne panoplie de certification aussi pour les candidats. Puis de plus en plus, exemple à la Ville de Trois-Rivières, c'est ce qu'on recrute depuis, je vous dirais, 4-5 ans. Des gens qui ont des diplômes. Ce que ça vient faire, c'est que Roger Bontemps, qui voudrait appliquer sur un travail, exemple de chargeuse, s'il n'a pas son DEP, ben il y a même des chances qu'il ne soit pas pris là, au niveau de l'embauche. Tandis que la personne qui a son DEP, c'est qu'elle a un minimum d'informations et de connaissances pour travailler avec cet outil-là. Oui. Puis ensuite, ben, on vient à l'interne bonifier la formation et la pratique. On encadre et on accompagne les candidats pour atteindre un niveau qu'on veut de travail. Puis bien souvent, on va les faire accompagner avec nos seniors qui sont près de la retraite bien souvent, fait qu'ils ont un bagage d'expérience qui est intéressant à donner aux participants. Ben oui, j'imagine. On a parlé de votre environnement de travail à la ville. Donc, on comprend que c'est autant été comme hiver. On modifie là, les machineries, on les adapte aux besoins puis aux tâches qui sont à effectuer. Puis nécessairement, pour pouvoir opérer toutes ces machineries-là, ben, c'est vraiment un gros plus. En fait, c'est pas une obligation d'obtenir son DEP, donc son diplôme d'études professionnelles. Une fois qu'on a obtenu son diplôme d'études secondaires, on fait sa demande d'admission. Si je me rappelle bien, la formation d'opérateur de machinerie lourde, c'est 2000 heures de formation. Donc, c'est quand même une courte durée. Puis après, ça vous donne justement les attestations nécessaires. Puis la classe, vous avez dit la classe de conduite, j'ai oublié. Oui, au niveau de la SAC, la SAAQ, ça va être la classe 3 ou la classe 1. La classe 3, on va parler des camions porteurs, les camions bennes. Et la classe 1, on va parler plus des semi-remorques. Donc, ce que vous voyez, les vannes sur la route, là, avec un tracteur et une remorque d'arrimée à l'arrière. Donc, c'est toutes des plus et des attestations qu'on a une fois qu'on a complété notre DEP. C'était justement la question de Gaël là, qui se demandait quelle était la formation associée. Et puis, je pense qu'à même le DEP, ben, on conduit directement différentes machineries pour goûter un peu là, au feeling d'opérateur. Donc, je vais vous proposer un petit partage d'écran, puis vous pourrez nous montrer un peu plus concrètement les machineries, en fait, là, que c'est possible d'opérer. Donc, on y va avec le partage. Vous me direz si vous voyez mon écran ici. Oui. Au niveau des écoles de formation, bien souvent, ils vont parler de 4 à 5 véhicules qui vont être vus dans la formation. Donc, vous en voyez 2 dans la première image, qui est la rétrocaveuse, qu'on appelle pépine dans le langage construction. Et vous avez le fameux chargeur sur roue. Puis, effectivement, il y a beaucoup de compagnies aussi qui en fabriquent. Fait que d'avoir les notions de base dans votre formation va vous éclairer sur l'exemple, le réseau hydraulique, le réseau électrique, c'est quoi les démarrages, c'est quoi les systèmes anti-pollution qu'il y a à l'intérieur, c'est quoi l'entretien que j'ai à faire, moi, comme opérateur versus l'atelier mécanique. Fait que vous voyez les 2 modèles qui sont là. Au niveau de la rétrocaveuse, la pépine, ben, je vous dirais, on va appeler on dit que c'est une machine qui creuse des excavations de façon moyenne. Puis vous allez voir dans l'autre image, il y en a différents formats. Elle est polyvalente parce qu'il y a un godet à l'arrière et il y a on va parler d'un engin de creusement à l'arrière. Fait qu'elle est polyvalente elle aussi. Donc, on peut descendre ici, il y en a d'autres. Je vous laisse aller pour les explications, monsieur l'expert. Bien, au niveau de la pelle hydraulique, ça vient un peu continuer ce qu'on parlait au niveau de la rétrocaveuse. C'est que là, on va parler d'excavation d'envergure. Et ce qui est de plus en plus intéressant, c'est qu'on voit beaucoup de petites pelles comme il y en a des grandes. Ils peuvent être sur roue pour pouvoir se déplacer sur la route, comme ils peuvent être sur chenilles. Donc, il y a des chenilles de caoutchouc, il y en a aussi en acier qui vous permettent de pouvoir justement vous déplacer sur les différents terrains accidentés. Mais les 2 font de l'excavation. Ensuite, au centre, on va parler de bulldozers, de bouteurs, on va parler de boules. Au niveau du monde municipal, on n'a pas beaucoup de ça. Tu sais, on va les louer bien souvent parce qu'on n'a pas beaucoup d'heures à faire là-dessus. Mais sur la construction, lorsqu'on va démarrer un projet d'envergure, on envoie régulièrement des bouteurs
Ils vont faire soit du nettoyage, exemple, dans les travaux forestiers, le fait de pouvoir préparer les surfaces pour recevoir, exemple, la pierre pour faire un fond de route. Et ensuite, on va avoir la niveleuse qui, elle, est beaucoup plus utilisée. On va appeler ça elle est capable de faire une mise en forme, mais on parle plus de finition, on va dire. Okay. Si, exemple, le bouteur a passé pour enlever les souches sur un chemin, ben, la niveleuse, elle, va passer puis va égaliser le terrain, va étendre la pierre. Fait que les deux font de l'épandage puis de la correction de surface, mais ils ont leurs limites. Il y en a une qui est sur chenille et l'autre qui est sur roue. La plus polyvalente au niveau de la niveleuse, comme je vous disais tantôt, c'est de pouvoir être utilisée aussi au niveau des travaux de déneigement. Comme quand vous voyez les travaux de sableuse sur les routes, bien souvent, il y a une niveleuse qui passe soit avant ou après. Bien souvent, c'est avant pour pouvoir décoller les surfaces qui sont croûtées pour que la sableuse à l'arrière, le camion sableur, va pouvoir répandre ses abrasifs. Fait que c'est vraiment des engins de chantier qui sont primordiaux autant dans le monde municipal que dans le monde de la construction. Puis d'ailleurs, on se demandait quels étaient les secteurs d'activité possibles quand on est opérateur de machinerie lourde. Où est-ce qu'on pourrait travailler, par exemple? Je vous dirais, il y a beaucoup de contracteurs qui en utilisent présentement, des opérateurs. Au niveau du monde municipal, je vous dirais, de plus en plus, on commence à en avoir. Puis je vous dirais, le fait d'avoir des heures, d'avoir des connaissances, vous permet d'appliquer sur des postes puis d'avoir la possibilité de les atteindre comparé à quelqu'un qui est journalier, qui n'a pas de formation. Au niveau des chantiers d'envergure, mais encore là, il y a différentes catégories de chantiers. Donc, il y a des chantiers, on va parler de faible densité, qui, eux, ont moins de machinerie, mais en utilisent régulièrement. On voit aussi des paysagistes qui commencent de plus en plus ou des compagnies qui font des travaux de drainage autour des bâtiments. Tu sais, avec tout le volet pérotite qu'on connaît, là, on va parler de creuser des sous-sols, de casser du béton, de sortir du béton, d'escaver, mettre des drains français autour des bâtiments. Donc ça, on le voit de plus en plus depuis les 5 dernières années. Là. Fait que je vous dirais, le créneau, il est quand même assez large. Là. Alors, on peut travailler pour des compagnies privées, entrepreneurs en construction sur des gros chantiers d'envergure comme des projets de maisons. Autant du résidentiel, commercial. Fait que, il y a beaucoup de demandes. Puis ce qu'on vit présentement dans le monde municipal, puis j'imagine c'est le même sur le secteur de la construction, c'est qu'il y a beaucoup de départs à la retraite. Fait qu'il y a de la place là, pour... on appelait ça dans le temps les bassins, là. Il y a un bassin qui est disponible. Là. Effectivement, je pense que la pénurie de main-d'œuvre, ça se ressent aussi dans le domaine de la construction en général, qu'on travaille pour des entrepreneurs au privé ou en municipalité. Il y a de la place là, pour ceux et celles qui veulent se diriger vers ce domaine-là, que ce soit opérateur de machinerie lourde ou un autre métier manuel en construction. Il y a de la place, des belles perspectives d'emploi aussi, puis les conditions sont intéressantes. Là. Vous avez quand même, je pense, un bel horaire. À quoi ça ressemble une journée type dans vos fonctions, justement, M. Saint-Arnaud, à la ville? Juste pour compléter ce que vous venez de dire au niveau du travail, c'est au niveau du monde municipal, je vais vous parler de ce qu'on vit ici à Trois-Rivières, c'est que la personne avec ses attestations, lorsqu'elle rentre, elle va probablement, le temps que les postes se libèrent, être en mesure de travailler au niveau du pavage, au niveau des arénas. Tu sais. On va faire différents départements, même au niveau des parcs. Et lorsque les postes vont être disponibles, bien, le fait qu'il y ait les attestations, bien, ça leur donne un plus pour pouvoir postuler. C'est ça qui fait la différence. Pour revenir à l'autre question, l'horaire de travail peut être variable, dans le sens que l'été, c'est pas mal tout le temps la même horaire. On va parler de 4-10, 4 jours de 10 heures dans notre cas, qui peut être du lundi au jeudi ou du mardi au vendredi. On va parler de journée de 10 heures, où ce qu'on mange sur place, mais qu'on a une demi-heure de payer, puis ça nous donne un 40 heures. Fait que, autant on a moins de déplacements, ce qui est plus plaisant, autant pour les équipes de travail, autant on a un 40 heures franc où ce qu'on peut se déployer sur le terrain. Saison hivernale, là, on embarque avec un horaire supplémentaire qui va être un horaire de nuit pour les travaux de déneigement, où ce qu'on va s'éloigner de la population, des écoles, des marcheurs, etc.,
pas exécuter des travaux avec de la machinerie qui prend de la place puis qui est dangereuse, exemple Ben comme oui. le souffleur que je vous parlais. Et ça vient donner aussi une tranquillité d'esprit à l'opérateur de savoir qu'il n'y a pas un enfant qui va sortir en avant de la machinerie en sortant de la Totalement. cour ou d'une école. Fait que c'est les deux horaires de travail sur lesquels on fonctionne beaucoup. Hivernal, je vous ai parlé de nuit, de jour, là, on va tomber plus dans 5 journées de 8 heures, qui est du lundi au vendredi. Donc, quand même un horaire là, qui est assez stable, été comme hiver, mais encore là, ça dépend de la réalité, de la météo, puis des besoins. Là. Tu soulèves un très bon point, c'est que la fin de semaine, la neige, elle ne prend pas de congé, hein? C'est ça. Fait que ça peut arriver qu'on est calé le vendredi soir, samedi, dimanche. Fait que ça, on appelle ça du temps supplémentaire, tout simplement, tout dépendant de l'horaire de travail. Tantôt, on a vu un peu quelques exemples de machinerie que c'est possible d'opérer là, dans le cadre de votre travail. Moi, je me demande, est-ce que ça soulève un défi, ça, au quotidien, de potentiellement changer d'une machinerie à l'autre parce qu'on s'entend que la conduite, c'est différent? Oui, effectivement. Présentement, dans le département de voirie transport, aujourd'hui, les gars sont rentrés ce matin. J'ai 3 camions qui sont partis sur des fuites d'aqueduc et j'en ai un qu'on appelle un genre de roll-off. Ceux que vous avez vus, des fois, c'est des camions avec des conteneurs à l'arrière qui sont mis à des endroits pour jeter des rebuts, exemple. Bon, ben j'ai des plateformes avec des équipements pour les équipes d'excavation qu'on appelle des caissons ou des systèmes d'étançonnement et on envoie ça sur les chantiers. Fait que là, présentement, les gars travaillent sur des fuites, mais tout à l'heure, j'en ai un qui s'est libéré. Il m'a dit, Denis, je serais disponible pour... on avait un tas de neige près d'un bâtiment. Fait lui, il a désinfecté son chargeur, il est parti avec faire son travail, puis tantôt, il va rembarquer dans son camion. Fait que dans une journée, au niveau de voirie transport, les outils qu'on utilise, c'est surtout les camions et les chargeurs sur roues. Puis tantôt, ben, les gars d'excavation qui sont dans un autre département, ben, eux autres vont aller faire d'autres types de travaux aussi. Totalement, parce que ça varie d'une pelle pour déneiger, puis d'une pelle mécanique sur un chantier où est-ce qu'on fait des grandes excavations. Fait qu'il y a aussi peut-être la capacité d'adaptation qui doit être importante là, dans ce travail-là. Oui, puis on le voit de plus en plus. Quand on reçoit des nouveaux, il faut vraiment passer du temps avec eux pour qu'ils comprennent la réalité de chaque équipement. Puis savoir que dès que tu changes un équipement, exemple sur le chargeur sur roue, tu passes du godet au panier pour déneiger. Le panier est 2 fois plus large que le godet, mais tu ne peux pas charger, tu peux pousser. De quelle façon tu vas l'utiliser, ta machine? Fait qu'à chaque fois que tu mets un équipement différent, il faut que ton attitude, pas juste ton attitude, mais tes connaissances ou tes perceptions changent, s'adaptent, comme tu dis, à ce que tu vas réaliser. Totalement. Puis, on n'est pas seul non plus dans notre machinerie à opérer. Il y a d'autres mondes aussi sur le chantier ou dans les villes, dans une équipe. Donc, j'imagine que la collaboration entre collègues aussi, ça doit être super important. Puis la communication, hein, comme toute l'organisation derrière ça, ça doit être assez important dans le travail aussi. Oui, je vous dirais qu'on a eu des passés proches à certaines occasions. Ça, c'est important de le comprendre. C'est pas parce que tu es dans un véhicule qu'il n'y a pas de risque. C'est que l'environnement autour, ça bouge beaucoup. C'est vivant, un chantier de construction. Exemple, les gars de camion sont partis ce matin après leur ronde de sécurité et ils ont contacté l'opérateur de pelle auquel ils sont attitrés. C'est quoi tu as besoin? Par où j'arrive? Puis s'ils arrivent sur le chantier, ils rappellent une deuxième fois pour dire « Je suis près de l'entrée. Est-ce que tu as quelqu'un qui va m'accompagner? » Pourquoi? C'est que dans le code de sécurité pour les travaux de construction, maintenant, c'est réglementé qu'on ne peut effectuer des manœuvres de recul sans avoir un signaleur. Que ce soit quelqu'un visuel dans une pelle mécanique qui te dit « Vas-y, je suis là, je vérifie l'environnement autour de toi. » Parce qu'il y a beaucoup d'angles morts sur les différents types de machines aussi. On ne peut pas savoir si un préposé en canalisation va sortir de la tranchée pour se diriger et passer vers l'arrière du véhicule ou de la pelle mécanique puis risquer de se faire heurter. Fait que la communication est très importante. Puis, des fois, même les opérateurs vont être libérés et vont être rappelés une demi-heure, 1 heure après pour un autre voyage X. Fait que la communication va te dire, c'est quoi tu as besoin? Donc, la personne va aller chercher le bon type de vrac qu'il a besoin. Et encore une fois, si j'ai 2-3 camions dans la cour ici qui est en train de se charger, bien, le port du dossard maintenant est obligatoire, nous autres, pour s'assurer que la personne est en visuel
Lorsque la personne, exemple, sur le chargeur sur roue, remplit un camion. Je recule de là 25 ans, les camions étaient jaunes, aujourd'hui, ils sont de couleurs différentes. Là, 20-25 ans, on avait juste un casque de sécurité. Maintenant, regardez tous les vêtements que les conducteurs, les opérateurs ou les journaliers portent sur eux pour se rendre visuel. C'est ça qui fait que la communication et même la planification du travail fait une grosse différence. Ce qu'on veut éviter, puis ce qu'on veut pas, c'est vraiment une fatalité ou un accident de travail. On vient perdre une personne, une ressource, puis on vient créer un malaise aussi dans son côté personnel, où ce qui sera plus capable d'effectuer les mêmes choses. Son day-to-day va changer, lui aussi. Fait qu'on veut vraiment s'éloigner des accidents de travail. Totalement. Donc, la prévention, c'est super important. Et qui dit prévention dit communication sur les chantiers. Il faut se montrer visible. Il faut qu'on prenne les mesures nécessaires là, pour éviter les accidents puis bien faire son travail surtout. Là. Effectivement. Il y a une question qui revient souvent, puis c'est d'ailleurs la question de Derek ici. On se demande de façon générale, est-ce qu'on vit bien en étant opérateur de machinerie lourde au niveau des conditions d'emploi, salaire, sans nécessairement avoir le montant exact? Est-ce que c'est des conditions de travail intéressantes niveau salaire et qualité de vie? Si on parle du volet municipal, c'est conventionné. Ça peut jouer dans les alentours d'une vingtaine de dollars de l'heure, mais ça évolue selon les échelons aussi et les conditions qui sont négociées avec le syndicat et l'employeur. Au niveau de la construction, bien, ça peut arriver que vous avez des contracteurs qui vont être dans le volet résidentiel, qui vont vous garantir des heures, même s'il neige, par exemple, des salaires qui vont aller construction ou hors construction aussi. Fait que ça peut varier beaucoup, mais je vous dirais, oui, exemple, les gens qui sont ici à la ville n'ont pas de difficulté à vivre avec ça. J'ai des nouveaux là, qui sont rentrés depuis 2-3 ans là, qui viennent de faire l'acquisition d'une maison. Fait que c'est des salaires qui évoluent. Puis encore là, il ne faut pas perdre de vue qu'à chaque fois que je vais mettre des équipements sur ma machine, exemple, tout le volet déneigement, bien, il y a des primes qui se rajoutent parce que là, tu vas être plus du volet opérateur de machinerie lourde parce que tu vas avoir des équipements qui vont être différents de la saison estivale. Tu embarques sur un souffleur. Donc, on va parler d'affectation qui va venir bonifier votre salaire, encore une fois. Puis donc, j'espère que ça répond. Oh, pardon, allez-y, je vous laisse aller. Puis si vous avez le surtemps qui vous est demandé, que vous rentrez, bien, vous pouvez soit le banquer ou vous le faire payer au niveau de la ville. Fait que c'est des opportunités intéressantes. Tout à fait. J'espère que ça répond à ta question, Derek. C'est une question qui revient souvent. Et alors, votre réponse était très bonne. Alors, ce que j'en comprends, c'est qu'il y a des bonnes perspectives d'emploi pour l'insertion sur le marché du travail, se trouver un emploi dans ce domaine-là. Puis aussi, il y a des bonnes conditions côté salaire et qualité de vie. Donc, c'est toutes des plus pour poursuivre en cette voie. Maintenant, à Jeune Explo, M. Saint-Arnaud, on prône beaucoup la mixité en emploi. Donc, on souhaite faire la promotion auprès des jeunes filles d'aller vers des métiers typiquement masculins et l'inverse des jeunes garçons vers des métiers typiquement féminins. Je pense qu'il y a de plus en plus de femmes sur les chantiers. C'est une bonne nouvelle. Est-ce que vous auriez un petit mot de motivation là, pour les jeunes filles qui auraient un intérêt à aller vers ce domaine-là? Bien, je vous dirais, au niveau de tout ce qui est machinerie, là, on ne parle pas de force brute, on parle vraiment de dextérité et d'analyse. Fait que c'est pas plus difficile, il n'y a pas de favoritisme dans notre cas par rapport à ça. C'est vraiment, c'est quoi ton feeling quand tu es sur la machine? Est-ce que tu l'opères bien? Moi, je dis tout le temps, une machinerie, si tu ne files pas le matin, ta machine, elle ne filera pas. Si tu es brusque avec, elle va agir brusque. Si tu es doux, elle va y aller doucement. Si tu es de précaution, si tu analyses avant de faire tes mouvements. Fait que je pense que il n'y a pas de sexe. Les femmes ont leur place autant sur la machinerie lourde que les hommes. C'est vraiment la capacité à la personne de pouvoir opérer cet engin-là qui fait la différence. Totalement. Je suis très d'accord avec ce que vous dites. C'était très bien expliqué aussi. Donc, j'espère qu'à la maison, les jeunes filles qui auraient un intérêt vers la construction en général ou la machinerie lourde, n'hésitez pas. Il y a de la place pour vous. La construction, c'est pas en termes de sexe, tout le monde est capable. Puis surtout en machinerie, où est-ce que vous l'avez dit, c'est pas une capacité de force physique, hein, c'est plus une capacité d'analyse et de dextérité. Donc, il y a pas de contraintes.
Je dis tout le temps la différence entre être un chauffeur et un opérateur. Le chauffeur s'en va du point A au point B, il ne se pose pas de questions. L'opérateur il doit analyser ce qu'il doit faire pour réaliser le travail. C'est différent un peu, là. Mais il y a de la place pour les deux. Et puis, en terminant, quelles seraient selon vous les qualités requises pour exercer comme opérateur de machinerie lourde? On en a un peu parlé. On a dit, bon, la communication, l'adaptation. Là, on vient de parler de l'esprit d'analyse, puis la dextérité. Est-ce qu'il y en aurait d'autres, selon vous? Des fois, on donne des bons de travail aux équipes, puis des fois, on a des demandes qui sont un peu hors du commun. Fait que si, exemple, j'ai une demande d'aller enlever ou d'escaver avec un chargeur 6 pouces de terre, mais il faut que la personne soit capable de comprendre et d'imager c'est quoi que mon chargeur va faire? Ça va être quoi l'effet de levier de ma machine, mais que je rentre dans ma tranchée de 6 pouces? C'est quoi que ça va avoir comme impact? Donc, même des fois, je vous dirais, il faut être créatif selon les différents travaux qu'on a effectués. Parce qu'il y a toujours un environnement quand on arrive qui est différent d'un chantier à l'autre. J'ai un arbre qui est d'un genre. Oh, j'ai une bordure de béton. Oh, j'ai une bâtisse. J'ai une clôture. Tu sais, des fois, les clôtures, il nous reste pas grand place pour passer avec notre chargeur. Fait qu'il faut être capable de regarder, voir aussi les dangers. Je m'en vais avec un souffleur près d'un environnement, puis ça cogne dur. Ah, je recommence, tu sais, puis je recogne encore dur. Il faut aller voir parce que c'est déjà arrivé que c'était une base de poubelle qui était en avant dans le banc de neige. Puis on était chanceux, on n'a pas brisé le souffleur. Mais déjà, de dire, c'est pas normal le bruit que ça vient de faire. Ça a brassé dans le véhicule. Je vais aller constater c'est quoi. Puis, si je suis pas à l'écoute de ma machine, lorsqu'elle va réagir, faire un mouvement brusque, bien, je serai pas capable de décoder c'est quoi que je suis en train de faire. Je suis en train de la briser, ma machine, ou je suis en train de briser quelque chose sur le terrain? C'est important de décoder aussi ce que la machine va vous faire ressentir. Si vous sautez de même sur le siège de votre véhicule, il faut peut-être ralentir un peu. Ça veut dire que votre siège, justement, il reçoit des contre-coups, exemple d'un terrain accidenté à laquelle vous vous déplacez. Ça, alors, être à l'écoute de la machine nous parle. Écoutez, M. Saint-Arnaud, c'est déjà tout le temps qu'on avait pour cette courte entrevue. Ça a été un plaisir de vous avoir. J'espère que ça a pu motiver et encourager les jeunes à poursuivre dans la voie d'opération de machinerie lourde. Donc, est-ce que vous avez peut-être un petit mot de la fin en terminant rapidement? Bien, je vous encourage. Tout comme moi, je n'étais pas capable de travailler jeune en usine. C'est la machinerie qui m'a donné une chance de gagner ma vie. Puis, il y a tellement d'écoles de disponibles maintenant, autant des écoles de routiers que des écoles de machinerie lourde, que si vous passez par là, vous allez faire le contraire de ce que j'ai fait. Moi, j'ai rushé échelon, par ancienneté, par date. Puis, hop, un classe 3, hop, machinerie, hop. Là, vous avez l'opportunité, avec ce qu'on a discuté aujourd'hui, de faire l'inverse. D'aller chercher vos compétences tout de suite, savoir si vous êtes dans le bon élément pour être capable de savoir si vous voulez aller là-dedans dans votre vie. Excellent. Donc, on encourage la persévérance scolaire, puis on encourage les jeunes à faire leur formation pour avoir déjà tous les acquis une fois arrivés sur le marché du travail. Bien, merci beaucoup, M. Saint-Arnaud, puis aux jeunes qui nous écoutent, félicitations d'avoir pris les moyens pour faciliter votre choix scolaire et professionnel. Et on se dit à une prochaine entrevue. Bye bye.